Hello, my name is Andréane Langevin. I am a student at DICE. I study language policy and more specifically language policy in the Quebec education system. In May 2021, the government of Quebec tabled a new bill called Bill 96. In essence, this new language legislation seeks to modernize its predecessor, Bill 101, also known as the Charte de la langue française, by amending 201 of its provisions. Bill 96 was tabled by Minister Simon Jolin Barrette, the minister responsible for the French language. In the fall of 2021, Jolin Barrette's cabinet selected 51 speakers or special interest groups to testify before the National Assembly and share their opinions on the new bill. They were also invited to submit a written memoir stating their positions on some of the proposed amendments. The hearings were held over 9 days, and they amount to more than 40 hours of recording. This is a viewer's digest of the meaningful moments from Day 2. Pour la FTQ, le travail des comités de francisation dans les entreprises est un apport positif, concret, dans la mise en place de réels milieux de travail francophones. La décision de confier au comité de francisation la responsabilité du programme de francisation et du maintien de la généralisation du français dans l'entreprise est vue très positivement par la FTQ. Selon le projet de loi, les employeurs devront prendre tous les moyens raisonnables avant d'exiger la connaissance d'une autre langue. Actuellement, il y a trop d'entreprises qui exigent le bilinguisme d'une grande partie de leurs employés sans avoir à faire la véritable démonstration claire du caractère nécessaire de cette exigence. Et tout comme la majorité des observateurs de la société québécoise, la FTQ est préoccupée par l'augmentation fulgurante du nombre d'étudiants francophones et allophones qui fréquentent les cégeps publics anglophones. Il faut une action gouvernementale plus proactive pour contrer cette tendance. Nous ne demandons pas pour le moment l'application de la loi 101 dans le réseau collégial. Nous croyons cependant que l'État québécois doit se fixer des objectifs à court ou moyen terme afin que les pourcentages de fréquentation des cégeps anglophones et francophones soient proportionnels ou reflètent la proportion des populations du Québec. Je voudrais qu'on parle notamment du bilinguisme institutionnel, parce que de plus en plus au sein de l'État québécois, au sein de la société québécoise, il y a une forme de bilinguisme institutionnel. Comment vous voyez ça par rapport à la défense du français, le fait que la société québécoise se soit bilinguisée et que même l'État québécois soit de plus en plus bilingue institutionnellement? Que peut-être le mot est un peu fort, là, mais militer pour le bilinguisme à Montréal ou au Québec, c'est militer pour la mort du français. Alors, je pense que c'est un peu, je ne peux pas exagérer là, mais, dans mes mots, là, mais il faut que l'État québécois prenne soin de la langue française. C'est ce qu'on voit dans le projet de loi, l'application de l'article 1, je l'ai dit en introduction récemment par le gouvernement, qui tardait depuis longtemps. On le salue parce que on croit vraiment que l'État québécois doit agir dans ce sens-là. Selon votre expérience avec les milliers de travailleurs que vous représentez, là, quel est le portrait de la situation là, sur le marché du travail relativement à l'exigence d'une autre langue que le français à l'embauche? Parce que j'ai trop vu de dossiers, par exemple, des entreprises dans la dernière année, l'Institut des sports du Québec, qui demande pratiquement à 100% de son personnel d'être bilingue. Ou encore la Cinémathèque québécoise, je crois que le taux d'exigence du bilinguisme à l'emploi est autour de 80%. Alors, pour la Cinémathèque québécoise, ça fait sursauter des chiffres comme ça. Il faut vraiment resserrer la vis de ce côté-là. Bon, c'est bien trop facile de dire parce que j'ai un client à l'extérieur du Québec qui est anglophone, bien, mon personnel doit parler anglais. Pour moi, là, c'est exagéré de prétendre ça. Vous dites, ce n'est pas suffisamment pris au sérieux dans les entreprises, ce qu'on appelle les comités de francisation. Ça, vous le dites clairement. Et vous dites, et j'imagine tellement, quand on a travaillé dans des milieux institutionnels ou des entreprises, il faut des réunions, mais tu sais, on fait la réunion, puis c'est pas vraiment important, puis etc. C'est comme la connaissance des politiques linguistiques. Beaucoup d'employés, même au gouvernement, n'ont aucune idée que les politiques linguistiques existent. Dans les universités où j'ai été, non plus. Donc, et vous dites, vous saluez donc qu'il y ait
plus ben, 2 fois par année. C'est pas très, très exigeant. Vous allez même, vous, jusqu'à 3 fois par année. Vous êtes aux 4 mois, là, ça serait mieux. Mais parlez-moi de ce que vous trouvez être pas pris au sérieux, les comités de francisation. Bien, effectivement, je pense que trop souvent, on va dire, bon, bien, il nous faut 2 personnes, là, regarde, toi, puis toi, tu y vas, puis tu t'en vas sur le comité de francisation, puis toi, du côté patronal aussi, puis vas-y, on te choisit. Il y a un enjeu de taille au niveau des comités de francisation. C'est notamment, évidemment, de s'assurer de la santé, de la sécurité et d'autres choses. Et oui, c'est pas nécessairement pris au sérieux, c'est vrai. Je ne peux pas dire que les syndicats le prennent complètement au sérieux non plus. Là. Eux autres aussi, parfois, il peut arriver. Mais c'est en la rendant plus attrayante, plus professionnelle, en offrant du soutien, de la formation, comme on dit, que l'Office pourrait donner, que ça va rendre les enjeux beaucoup plus pertinents, comme on peut le trouver en santé et sécurité au travail, par exemple, avec les comités de santé et sécurité au travail dans les entreprises. Nous, c'est un peu notre défi, notre objectif, c'est de le prendre aussi au sérieux qu'en santé et sécurité au travail. Non? Alors, vous voulez associer les comités de francisation dans la définition des postes de travail où l'exigence d'une autre langue que le français est demandée. Avez-vous l'impression que vous allez avoir une réception positive des employeurs? On pense que oui jusqu'à présent, mais là, vous me mettez un doute. Non, effectivement, on sait bien qu'on va évoquer le droit de gérance, on va évoquer un paquet de choses, mais il y a toujours possibilité de rêver et d'espérer que l'ensemble de la société québécoise, incluant les employeurs, prennent au sérieux la question de la francisation. Vous savez, des fois, on a je furetais à un moment donné sur un site d'une entreprise, puis je cherchais un gardien de nuit en Mauricie, dans une grosse compagnie, puis il exigeait le bilinguisme. À un moment donné, je pense qu'il faut être sérieux. Là. Je ne pense pas qu'un gardien de nuit en Mauricie a besoin d'être bilingue pour exécuter son travail. Donc, je pense que c'est un appel à ce que tout le monde prenne conscience que l'enjeu de la langue est important au Québec. Qu'il faut mettre fin à la bilinguisme institutionnel. Dans un premier temps, je crois qu'on pourrait discuter de l'étendue et l'ampleur de cette bilinguisme institutionnel. Mais par contre, je veux aller ailleurs. Il y a un consensus au Québec qui perdure depuis 30 ans, partagé par des gouvernements tout confondus du PQ, libéral, les établissements, ainsi, j'ose dire, que par les syndicats. Et je parle de ce qui a trait à l'accès à des services désignés et limités de santé et services sociaux en anglais. Vous allez vous rappeler que l'ancien premier ministre lui-même, Lucien Bouchard, a constaté que rendu à l'hôpital pour un test sanguin, on n'a pas besoin d'un test de langue. Je serais curieux de savoir si les travailleurs de l'FTQ qui auraient participé depuis 30 ans dans ce consensus ont maintenant des questions et si de votre lecture, le gouvernement remet en question aussi cette consensus dont, je vous soumets, le Québec devrait être très fier. Offrir un service de santé, quelqu'un qui est unilingue anglais, qui se présente dans un hôpital, qui a besoin de soins, on peut facilement penser qu'il doit pouvoir expliquer c'est quoi son problème en anglais, mais cela dit, il y a quand même... C'est pas nécessaire que l'ensemble du personnel parle anglais. Hein? Donc, ça prend quelques personnes... ça prend quelques personnes là, qui puissent répondre, mais il faut pas être gêné quand même d'affirmer que la langue principale, la langue commune au Québec, c'est le français. Les Suédois l'ont fait, hein? Ils ont légiféré pour introduire, donc pour affirmer que la langue principale commune en Suède, c'est le suédois. Il y a également dans la législation suédoise une responsabilité dans l'emploi des autorités publiques. Ils ont introduit le test des langues, des tests de langue et de connaissances civiques même en Suède concernant le français. Alors oui, les gens, on ne peut pas mettre la vie d'une personne en danger parce qu'elle ne parle pas français, mais en même temps, il ne faut pas se servir de ce prétexte-là pour en faire une généralisation où dans les hôpitaux, il faut absolument que le personnel parle anglais. Là, Vous critiquez une mesure du projet de loi 96 concernant le contingentement en matière d'enseignement supérieur.
vous mentionnez, je vous cite, « Cette mesure n'est pas une mesure pour renforcer les réseaux scolaires postsecondaires francophones, mais plutôt une politique tiède visant à ne pas heurter la susceptibilité des institutions scolaires anglophones. » Je vous laisse développer là-dessus. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On sent dans la proposition législative qu'on veut stopper finalement l'hémorragie, je le dirais comme ça. Il y a de plus en plus de francophones qui s'inscrivent en post-secondaire en anglais. Donc, on sent qu'on veut stopper, mais à long terme, on voit qu'on cherche une diminution, mais pour nous, c'est pas suffisant. Une diminution timide, on aimerait quelque chose qui viendrait finalement forcer le pas là, pour qu'il y ait de moins de francophones qui s'inscrivent à l'école. L'accès pour un travailleur, en fait, le droit de travailler en français, serait-il pas mieux, selon vous, explicitement d'interdire à l'embauche? Parce que c'est pas ce que le projet de loi fait. Il tourne un peu autour du pot, là. Pour une organisation de travailleurs, il me semble qu'il faudrait que ça soit plus clair. On interdit le critère de l'utilisation de l'anglais, puis ça finit là. En 25 secondes. 25 secondes. Et, les processus ne sont pas simples non plus. Quand arrive un embauche, vous avez tous et toutes passé par des embauches, des comités de sélection, etc. Il y a plein de mesures, il y a plein de façons de faire pour détourner l'attention. On aurait beau l'interdire, l'empêcher, mais il y a toujours une manière pour essayer de placoter en anglais avec le candidat, puis voir s'il parle, s'il ne parle pas, puis d'aller sur une autre décision. Donc, on s'est dit que nous, oui, il y a des mesures, il y a peut-être un dialogue social à établir là-dessus, mais c'est loin d'être aussi simple que ça, là. En ce qui concerne, par exemple, la directive selon laquelle chaque municipalité doit déterminer les situations où elle pourra communiquer dans une autre langue que le français, l'UMQ se demande sur quels critères le ministre va pouvoir se baser pour les approuver ou non, puisqu'il existe plusieurs situations où une municipalité pourrait avoir besoin de communiquer dans une autre langue que le français. Je pense notamment au cas des nouveaux arrivants. Le projet de loi prévoit un délai d'adaptation de 6 mois suivant leur arrivée au Québec. Après cette date, la communication devra se faire en français seulement. Ce délai nous semble particulièrement court, notamment pour les 14 municipalités qui sont des pôles d'accueil pour les réfugiés qui arrivent au Québec. Certains d'entre eux ne connaissent pas du tout le français à leur arrivée sur le territoire, donc un 6 mois, ça nous paraît court. Donc, tout en favorisant l'apprentissage du français chez ces personnes, nous pensons qu'il faut laisser une certaine souplesse aux municipalités afin qu'elles puissent continuer à offrir des services adaptés à leur situation particulière. Tout d'abord, que le ministre consulte officiellement le milieu municipal lors d'élaboration de la politique linguistique de l'administration et qu'il tienne compte de leurs diverses réalités, conformément à la politique gouvernementale de consultation et de simplification administrative à l'égard des municipalités. Ainsi, on est préoccupé par les sanctions civiles entraînées par un manquement à la Charte de la langue française qui pourrait amener à l'annulation automatique d'un contrat octroyé par la municipalité. Le gouvernement du Québec pourra même demander la résolution, la résiliation, la suspension de l'exécution d'un contrat en cours dans une municipalité. Ça pourrait occasionner de très lourdes conséquences, par exemple des retards dans la réalisation de projets d'infrastructures majeurs, des retards dans l'approvisionnement de produits nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité, ou même l'arrêt d'activités essentielles comme le déneigement, l'enlèvement des déchets ou la fourniture d'eau potable. À partir du moment où une municipalité n'a plus 50 de sa population de langue anglaise, elle perdrait le statut par l'effet de la loi en fonction du recensement, à moins que son conseil municipal adopte une résolution pour préserver ce statut-là. Alors, certains nous ont dit, vous devriez complètement, de façon permanente, enlever le statut des municipalités bilingues. D'autres disent, vous devriez abaisser le seuil. Certains disent, vous devriez les laisser comme ça. Alors, quelle est l'opinion de l'UMQ à ce niveau-là? Merci, M. le ministre, pour votre question. En fait, on est d'avis que le projet de loi qui est en analyse présentement a atteint le point d'équilibre requis à cet effet-là. Donc, on croit que ce que vous avez mentionné dans le projet de loi répond aux attentes des municipalités, répond aussi aux attentes en particulier des municipalités bilingues et que le processus qui est dans le projet de loi actuellement formé atteint le point d'équilibre requis pour garder une paix linguistique au Québec. Dans certaines villes, notamment Gatineau, pour dire qu'il y avait des exigences démesurées au niveau des exigences pour la connaissance de l'anglais d'une façon systématique. On l'a constaté un peu également avec l'étude de l'OQLF, notamment à Montréal. Près de 50 des municipalités sur l'île de Montréal où les arrondissements exigeaient la connaissance d'une autre langue que le français à l'embauche.
Quel est votre son de cloche par rapport à ça, sur le fait que certaines municipalités exigent systématiquement la connaissance d'une autre langue que le français à plusieurs corps de métier, à plusieurs employés? En fait, d'une part, il faut se rappeler aussi que les municipalités sont dans les services essentiels à la population, en tout cas dans la plupart des services qu'on offre. Donc, c'est important qu'on puisse communiquer avec les gens et qu'on soit compris, surtout quand il arrive des situations d'urgence, par exemple. Donc, que les gens puissent nous comprendre. On comprend que l'objectif ultime de la loi, ce sera que la langue française soit vraiment pleinement déployée partout au Québec. Par contre, sur les prochaines échéances, il faut quand même que les municipalités se fassent comprendre et les municipalités parlent via des employés. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a des éléments qu'on devra travailler ensemble dans le cadre des prochaines consultations là, sur la politique linguistique de l'administration. C'est l'une de nos recommandations qu'on travaille ensemble sur les détails, sur le déploiement de cette loi-là, sur les impacts que ça pourrait avoir aussi au niveau des ressources humaines. On pourra trouver une voie de passage qui sera à la satisfaction de tout le monde pour atteindre les objectifs nécessaires qui sont ciblés par votre projet de loi, mais aussi pour respecter aussi le fait qu'on dessert des services essentiels souvent dans des mesures d'urgence, dans des contextes très particuliers, et on doit s'assurer aussi que les municipalités soient comprises de la part de leurs citoyens. Mais sur la question du taux d'exigence avec la Charte de la langue française actuelle, là, la situation factuelle en fonction des études que certaines municipalités exigent pour les travailleurs, ça peut représenter un frein à l'employabilité également ou un frein à obtenir une promotion. Je comprends ce que vous mentionnez. En fait, les dossiers qui ont été soumis à la commission hier, on parle de 2 municipalités alors qu'il y en a 1100 au Québec. Je pense pas que c'est si généralisé que ça et ce soit aussi un énorme frein à l'embauche. Par contre, on est ouvert à en discuter. Ça, c'est clair qu'on est ouvert à en discuter et trouver la voie de passage nécessaire, tout comme ce sera nécessaire aussi de trouver ou de saisir les nuances qu'il y a au niveau des questions de santé et de sécurité publique que vous mentionniez tout à l'heure. Oui, la loi le prévoit d'une manière, cependant, jusqu'où on va dans l'application très précise et très concrète. Par exemple, s'il y a un bris de conduite d'alimentation en eau potable, est-ce que c'est une question de santé et de sécurité au sens de la loi ou est-ce qu'on est sur une zone d'entre-deux entre un service public et une question de santé et de sécurité? Bref. Vous avez donné des mots-clés que sont, entre autres, l'autonomie municipale et le besoin de consultation, d'être consulté. Or, vous dites à la page 8, or, aucune consultation formelle n'a été faite jusqu'à présent en amont de ce projet de loi. Oui, votre recommandation numéro 2 demande de consulter officiellement le milieu municipal lors de l'élaboration de la politique linguistique, mais je crois lire ou que vous sous-entendez que vous auriez aimé être consulté en amont aussi du dépôt du projet de loi. Est-ce que je me trompe? En fait, on apprécie toujours être consulté, autant sur cet enjeu que sur tous les enjeux. On apprécie être consulté sur tout ce qui, à quelque part, va atterrir dans notre cours un jour ou l'autre. Donc, dans ce cas-ci, on sollicite une consultation et le ministre vient de nous répondre par l'affirmative qu'on sera consulté pour la politique de mise en œuvre. Mais oui, on apprécie toujours être consulté ici. Vous constatez qu'il y a une trentaine de vos membres municipalités qui ont le statut de municipalité bilingue selon les exigences de 29.1. J'aimerais que vous nous aidiez à préciser, parce qu'il y a peut-être une mésappréhension qu'on parle d'un bilinguisme institutionnel, une obligation sur chaque employé. C'est assez circonscrit. Qu'est-ce qui sont les droits additionnels qui ont ces municipalités-là? Selon donc l'article 29.1 de la Charte de la langue française, les municipalités qui ont le statut d'organisme bilingue peuvent faire toute leur communication à la fois en anglais et en français. Donc, par exemple, le site Internet, toutes les communications, dans le fond, officielles de la municipalité peuvent se faire à la fois en français et en anglais. Donc, puis c'est pour ça aussi qu'elles peuvent embaucher aussi des personnes qui sont capables de s'exprimer dans les deux langues, parce que c'est leur statut de municipalité bilingue qui leur permet de faire ça. J'ai pris une note hier des propos du ministre, parce qu'il nous a parlé, comme mon collègue vient de le rappeler, ce sont ces mots de bilinguisme institutionnel, même systématique. Or, vous êtes un palier de pouvoir qui est représenté, vous l'avez dit, 85 % de la population, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un bilinguisme systématisé?
La réponse est non. En fait, en tant que gouvernement de proximité, on est un peu à géométrie variable, si on veut. La situation chez moi à Gaspé est fort différente de celle de la ville de Sept-Îles ou de celle de la ville de Montréal. Donc, en tant que gouvernement de proximité, notre travail, c'est d'assurer d'avoir les services publics qui correspondent à la réalité de notre territoire. Chez moi à Gaspé, il y a 13% de la population qui est anglophone. On a un fort historique anglophone du côté particulièrement du centre-ville qui était anglophone il y a une cinquantaine d'années passées, tout juste. Ceci dit, on n'a pas le statut de ville bilingue, donc je ne peux pas le réclamer. Mais d'un autre côté, on s'accommode. Tant qu'on est capable de communiquer en langue anglaise avec les citoyens qui ont ce besoin de service-là, on s'y accommode. Donc, la réalité est tellement différente d'un endroit à l'autre que c'est difficile. Je ne peux pas parler de systématique loin de là. Quelles sont les exigences dont vous êtes inquiet que les municipalités ne pourraient pas répondre? Est-ce que c'est, par exemple, les contrats sont rédigés en anglais? D'où vient votre inquiétude qu'il y ait un bris de service parce qu'on ne respecte pas la Charte de la langue française? Oui, la majorité des contrats sont rédigés en français actuellement dans les municipalités, sauf peut-être certaines exceptions quand les entreprises avec qui la municipalité fait affaire est située à l'extérieur du Québec. Par exemple, même à l'interne, nous, à l'UMQ, on a des regroupements d'achats pour les assurances et à un moment donné, il y a eu un enjeu parce que comme la compagnie était basée en Angleterre, donc il y avait eu des enjeux. Et là, est-ce que la loi va être extrêmement stricte? Par exemple, s'il y a un manquement, c'est ça, dans l'exécution du contrat, est-ce que ça pourrait être, par exemple, l'utilisation d'un logiciel qui n'est pas complètement en français ou, entre des communications orales entre certaines personnes qui sont impliquées dans le contrat, ça va donner lieu à un manquement à la charte. C'est ça, il nous manque de précision dans le jusqu'où ça sera strict dans l'application de ces nouveaux articles-là. Vous trouvez donc acceptable qu'une municipalité qui compte que 12 d'anglophones puisse avoir le statut bilingue et le maintenir? Dans l'optique où elle avait ce droit-là jusqu'à maintenant, dans l'optique du maintien des droits acquis, la réponse est oui si la municipalité est à l'aise à conserver son statut. Si je vous suggère que j'ai devant moi une offre d'emploi d'une municipalité qui compte 12 d'anglophones et qui exige le bilinguisme pour être engagé, c'est une des 3 conditions pour une offre d'emploi qui se terminait le 20 août dernier. Est-ce que vous trouvez ça toujours acceptable? Dans l'optique où on doit préserver au maximum l'autonomie municipale tout en respectant évidemment d'autres objectifs linguistiques, c'est l'autonomie municipale qui prime tant qu'à moi là-dessus. D'accord. Le poste, c'est chef de division sport et programme à la ville de Rosemère. Pouvez-vous me confirmer si cette ville est membre de votre organisation? Sylvie, est-ce que... Oui, de mémoire, oui. Merci. Alors, donc, Rosemère est membre de votre organisation, 12 d'anglophones, exige le bilinguisme pour engager quelqu'un à un poste de sport et loisirs, et vous trouvez ça acceptable? J'ai un autre exemple pour vous. Oui, allez-y. Une autre municipalité, 18 d'anglophones, Ville-Mont-Royal. Pour travailler à un poste de sécurité publique qui s'est terminé récemment, on demande l'anglais oral et écrit. Est-ce que vous trouvez ça acceptable? Si la municipalité a le statut bilingue et qu'elle dispose de l'autonomie requise en vertu de la loi, c'est l'autonomie qui prime. Est-ce que Ville-Mont-Royal est membre de votre organisation? Oui. Écoutez, je vais me permettre un commentaire. Je ne sais pas si c'est la paix linguistique que vous voulez préserver ou la paix dans votre organisation, mais en ce qui nous concerne, des municipalités qui comptent moins de 20 de la population et qui veulent exiger une connaissance de l'anglais à l'embauche, c'est un obstacle. C'est inacceptable au Québec. Vous comptez 13 d'anglophones à Gaspé. Est-ce que vous demandez le bilinguisme? Non, parce qu'on n'a pas le statut de ville bilingue non plus. Merci. Pas d'autres questions, Madame la Présidente? Francisation de l'État québécois et l'utilisation exclusive du français dans les relations de l'État avec les citoyens constituent donc un grand pas en avant. Le renforcement du droit de vivre en français au Québec est également une avancée significative sur le plan juridique, notamment en ce qui a trait à la langue utilisée au travail. Donc, les Québécois qui ne parlent pas anglais, ils sont de plus en plus rares par ailleurs, doit-on le souligner, ne devraient pas être discriminés sur le marché de l'emploi. Finalement, on ne peut qu'approuver la volonté du gouvernement d'offrir des services de francisation cohérents et efficaces par l'entremise de l'organisme Francisation Québec. Donc, les structures d'intégration des immigrants
pourtant si essentiels, ont trop souvent été le parent pauvre de la politique linguistique. Or, la collecte des données. La plupart des données de recherche sont produites à Ottawa par Statistique Canada et sont soumises à des contraintes qui sont spécifiques au gouvernement, aux objectifs du gouvernement fédéral. Donc, Statistique Canada n'est pas en cause ici. L'agence fait un excellent travail, mais elle répond du gouvernement fédéral dont les priorités ne sont pas celles du Québec. Un autre problème est que le mandat de recherche de la charte, qui est décrit dans la charte, est dispersé au sein de ces organismes, ce qui laisse place à interprétation sur qui doit donner l'heure juste sur la situation du français. Finalement, la démolinguistique et la sociologie des langues, la sociologie quantitative des langues a pratiquement disparu des universités. Il y a une abondance de recherche qualitative à l'université, mais ce type de recherche est, à notre avis, mal adapté à l'élaboration des politiques publiques. Donc, j'ai 3 propositions dans ce volet. Proposition 1.1, ajouter un poste de directeur de la recherche indépendant, c'est le mot indépendant qui est important, qui serait chargé de développer, coordonner et diffuser la recherche sur la langue. Proposition 1.2, confier un mandat clair à l'Institut de la statistique du Québec pour collecter des données et publier les indicateurs nécessaires au suivi de la situation linguistique. Proposition 1.3, établir des chaires de recherche en démolinguistique et en sociologie quantitative des langues afin que ces disciplines reprennent racine dans les universités québécoises. Donc, la politique de sélection des immigrants est sans contredit, c'est ce que montrent mes travaux et les travaux d'autres aussi, la mesure la plus conséquente de la politique linguistique du Québec. Or, depuis 10 ans, le gouvernement du Québec abandonne cette stratégie et compte de plus en plus sur l'immigration temporaire et le programme de l'expérience québécoise pour admettre les immigrants. Le gouvernement du Québec laisse donc toute la place au fédéral sur la sélection des immigrants, puisque les immigrants temporaires relèvent du gouvernement fédéral. Les immigrants arrivent donc au Québec avant d'avoir été sélectionnés et entament leur processus d'intégration dans les entreprises ou dans les établissements d'éducation, où la présence de l'anglais est souvent importante. Proposition 2.1, revenir à un processus de sélection rigoureux dans les pays sources afin que les requérants soient interviewés et évalués par un agent d'immigration du Québec avant leur arrivée. Proposition 2.2, inscrire dans la loi, comme le suggère le rapport de la CAQ, une langue commune à tous et pour tous, que le ministre de la langue française soit aussi le ministre de l'Immigration, et ce, afin d'assurer une cohérence dans les politiques. Proposition 2.3, instaurer des enquêtes suivies obligatoires de la sélection des immigrants jusqu'à 5 ans après l'émission du certificat de sélection, afin de déterminer les parcours linguistiques et économiques des immigrants. Il faut, je crois, rapprocher la part du financement des institutions anglophones du poids démographique des anglophones. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que présentement, par exemple, dans les institutions postsecondaires, on investit 2 à 3 $ d'argent public dans les établissements de langue anglaise pour chaque anglophone, alors que pour chaque francophone, on investit entre 80 sous et 90 sous pour les établissements de langue française. Donc, le projet de loi 96 va dans ce sens-là, avec un plafonnement des places au cégep anglais. Mais d'autres actions du gouvernement vont à contre-courant. Par exemple, avec l'injection de 100 millions de dollars pour l'expansion du Collège Dawson ou la cession de l'hôpital Royal Victoria à McGill pour la création d'un centre de recherche international. Ces éléments auront clairement un impact important sur la situation linguistique à Montréal. Appliquer la loi 101 au cégep, la solution retenue par le gouvernement, le plafonnement des admissions avec cliquet, c'est fragile et dans une certaine mesure arbitraire. Les mécanismes de la loi 101 sont éprouvés, rigoureux, structurants et justes. J'aimerais vous entendre. Quelle est votre opinion par rapport à la situation du français au Québec? Ma position, c'est la position des données qu'on a, c'est que le français est en déclin au Québec, et ça depuis des décennies. Et la raison est simple et indéniable, c'est que à la fois les francophones et les anglophones au Québec sont en état de sous-fécondité, c'est-à-dire qu'ils ne font pas assez d'enfants pour renouveler leur population. Donc, ce qui permet à la population de ne pas décroître, ce sont les apports en immigration. Or, les immigrants choisissent l'anglais à peu près 1 fois sur 2, ce qui est nettement insuffisant pour maintenir le poids démographique du français. Je dirais depuis les années 90, on fait des projections qui montrent que le français est en déclin. Il y a des variables qui changent. Par exemple, dans les années 80 et 90, il y a beaucoup d'anglophones qui sont partis du Québec, ce qui a eu pour effet de rehausser le poids des francophones par la bande, mais ce n'était pas vraiment une amélioration. Ce n'était pas dû à l'amélioration de la francisation des immigrants, par exemple. Forcément, c'était vraiment parce que les Anglais partaient, ça francisait le Québec par défaut. Mais là, les anglophones partent moins. Alors donc, c'est un autre facteur qui fait que le français décline un peu plus, surtout depuis le début des années 2000. Donc, je vous dirais que on le sait depuis peut-être 30 ans, et puis depuis le début des années 2000, ça s'accélère un peu parce qu'il y a eu moins de départs des anglophones vers les autres provinces canadiennes.
vous, là, comme démographe, là, comment vous expliquez que les données de l'OQLF n'étaient pas rendues disponibles durant des années, que les études n'étaient pas rendues publiques? Le problème, c'est que la présidente de l'Office, c'est une nomination politique. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultats forte par exemple, sur la publication des indicateurs ou sur la publication des projections ou ne serait-ce que sur l'émission d'un avis. Je me souviens, on demandait à la présidente de l'Office, « Est-ce que le français va bien ou va pas bien? » Et la réponse était, « Oui, vous savez, c'est comme une grande famille. Le français, il y en a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. » Alors, c'est extrêmement difficile pour le citoyen de comprendre quelque chose, d'avoir une espèce de synthèse de ce qui se passait au niveau de la langue. Quand il est question de langue, c'est auto-déclaré dans le questionnaire qu'on remplit, langue maternelle, langue parlée à la maison. Il n'y a pas d'évaluation très stricte, là. On auto-déclare et la recherche part de là. Ou est-ce qu'on va valider ensuite avec des recherches plus fines les données fondamentales avec lesquelles on travaille pendant toutes ces années, là? Non, vous avez raison, c'est autodéclaré. D'ailleurs, toutes les questions du recensement sont autodéclarées. Dans le recensement, il y a une question sur la connaissance des langues officielles. Donc, on demande aux gens, est-ce que vous êtes capable de soutenir une conversation en français ou en anglais? Et les gens répondent oui, non, cette question-là. Donc, on a une estimation du bilinguisme des Québécois et des Canadiens, mais on n'a pas une mesure vraiment précise de ce bilinguisme-là. Donc, quand je parlais tout à l'heure qu'il reste des trous dans nos connaissances, c'est ce genre de trous-là dont je parle. Là, on a une donnée quantitative que j'oserais appeler d'approximative, mais je ne suis pas démographe, encore moins statisticien, là. Puis sur le qualitatif, bien là, on repassera, là. Il y a quand même pas mal de recherches en qualitative sur la langue. D'ailleurs, c'est presque exclusivement qualitatif maintenant sur la langue. Sauf ce qui a trait aux données qui sont recueillies par Statistique Canada, mais la recherche originale avec des nouvelles questions, des nouvelles données, c'est surtout de la recherche qualitative qu'on fait. C'est dommage que j'ai pas eu ou qu'on n'ait pas eu accès à votre mémoire avant parce que c'est beaucoup de données en très peu de temps. C'était très clair, mais quand même, j'ai essayé de prendre des notes comme ça à pied levé, même si je vous avais quand même lu avant dans différents médias ou publications. La première question, ça serait, quand vous parlez d'institutions anglophones, vous avez dit il faut diminuer le financement des institutions anglophones. Qu'est-ce que vous incluez dans les institutions anglophones? Est-ce que vous incluez, par exemple, le système de santé? J'inclus généralement les institutions, les établissements dont la langue de fonctionnement est l'anglais. Donc, il y a certains établissements de santé dont la langue de fonctionnement est l'anglais. Incluez aussi les universités, j'imagine. Oui, exactement. Donc, si vous allez à McGill, Concordia, la langue du fonctionnement de tout, l'administration, tout se passe en anglais. Donc, le principe de votre approche, ça serait, disons, 8 d'anglophones dits de souche, même si on n'aime pas beaucoup le mot, ou d'anglophones ayant droit, etc. Vous feriez quoi avec les hôpitaux à 8 de financement de ce qu'ils ont actuellement? Non, il n'y aura pas 8 de ce qu'ils ont actuellement. Actuellement, les hôpitaux, je n'ai pas les chiffres là, clairement en tête. J'avais surtout les institutions postsecondaires. Donc, on parlait des cégeps et des universités. Oui, mais les hôpitaux, j'insiste, là, parce que c'est une institution anglophone, vous venez de le dire. Alors, si on vous prend dans cet esprit-là, ça veut dire que les hôpitaux anglophones ne traiteraient que la population anglophone ayant droit. Comme les cégeps ne recevraient que les anglophones ayant droit, ou McGill que les anglophones ayant droit, pour le financement de l'État. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. L'idée, c'est la langue du fonctionnement de ces établissements. Donc, il faudrait que des établissements qui ont une dénomination anglophone, donc où la langue de travail est l'anglais, soit deviennent des endroits où la langue de travail est le français. Donc, dans certains établissements anglophones, donc les dossiers des patients, la langue de travail, tout cela se fait en anglais. Il ne s'agit pas d'empêcher les services aux anglophones. Les anglophones peuvent déjà obtenir des soins en anglais dans des hôpitaux dont la langue de travail est le français. Donc, ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre.
OK, c'est parce que j'essaie vraiment de comprendre parce que c'est une idée qui circule. On va avoir d'autres chercheurs demain qui sont convoqués et qui ont cette approche-là aussi. Alors, j'essaie vraiment de comprendre. Diminuer le financement d'institutions anglophones, c'est vraiment, c'est des mots prononcés, là. Diminuer le financement. Alors, on fait quoi, puis on mesure ça comment par rapport à la proportion d'anglophones qui reçoivent les services? C'est ça pour le cégep, quand vous parlez du postsecondaire, ou ça serait ça pour McGill ou Concordia? Je pense que ce qu'il faut faire, je crois, c'est qu'il faut considérer les institutions dans ce qu'ils ont de structurant. Donc, par exemple, les universités, l'Université McGill forment des médecins, forment des infirmières, forment toutes sortes de gens qui ont des professions, qui vont aller travailler en anglais. Ces établissements-là emploient eux-mêmes des gens qui travaillent en anglais. Donc, ils créent un environnement, ils ont un impact sur la société québécoise qui est disproportionné par rapport au poids démographique des anglophones. C'est ce que moi je dis, c'est ce que les autres disent aussi. Alors, ce que ça dit au fond, on peut prendre la question à l'envers. On n'est pas obligé de dire qu'il faut diminuer le financement des institutions anglophones. On peut dire que les institutions francophones sont sous-financées. Là, j'ai de la misère à vous suivre, là. J'ai vraiment de la misère à vous suivre. Ça veut dire quoi, par exemple, UDM par rapport à d'où je viens, par rapport à McGill? On enlève des étudiants d'un bas. Je ne comprends pas votre... J'ai été ministre de l'Enseignement supérieur. Je ne sais pas comment je ferais avec votre recommandation, là. C'est que là, présentement, il y a un financement qui est par tête de pipe. C'est sûr que c'est compliqué. Si vous financez par tête de pipe, là... ça vient avec la clientèle. Donc, si McGill dit « j'ai une telle clientèle », l'Université de Montréal, j'ai telle clientèle, donc le financement arrive comme ça. Il faudrait restructurer un peu le financement des institutions postsecondaires. Financé comme par approche historique, comme c'était avant la réforme de 2001? Oui, par exemple. Mais une approche historique se basait quand même sur la quantité d'étudiants. Ça veut dire que l'approche historique ne prendra en compte que le nombre d'étudiants anglophones? Disons qu'il y a 32 000 étudiants à McGill. C'est que là, vous m'amenez dans la poutine spécifique de ce que devraient être les critères. Non, mais j'essaie de comprendre, M. Sabourin. Là, vous êtes un chercheur, là, alors vous parlez de financement. Oui, mais ça, c'est une question politique. Le critère que vous allez choisir, ça pourrait être si vous parlez de la minorité anglophone historique, c'est une minorité qui est aujourd'hui qui est autour de 5-6 %. Si vous parlez de l'anglophone langue maternelle, c'est une minorité qui est d'à peu près 8 %. Si vous parlez des ayants droit, vous êtes plus autour de 10 %. Alors, le choix du critère est un choix politique. Moi, je peux vous dire c'est quoi ces chiffres-là. Qu'est-ce que... Oui, mais le choix politique que vous faites, c'est justement de dire il faut moins financer. Par exemple, Dawson avait besoin de mise à niveau, qui n'est pas un agrandissement, qui est une mise à niveau, ou McGill, dont l'hôpital Royal Victoria est un hôpital universitaire de McGill depuis 150 ans. Vous n'investiriez pas là-dedans, mais il n'y a pas 32 000 ayants droit là, à McGill. Disons qu'il y en a 10 000. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 22 000? C'est une vraie question, là. Qu'est-ce qu'on fait? Je voulais dire... On arrête de les financer? Il y aurait plus ces places-là financées à l'université, puis ça serait des places autofinancées, par exemple. Voilà. Ça pourrait. Donc, c'est ce que le professeur Rousseau nous disait hier pour les cégeps, ça deviendrait privé. Donc, peut-être l'hôpital deviendrait privé, McGill, le CUSUM, etc.? Non. Ben oui, Dawson aussi. Mais non. Alors, on fait quoi s'ils ne sont pas privés? J'avais dit que Dawson, ce n'était pas une expansion, mais Dawson, dans le fond, ce que le 100 millions vient faire, c'est qu'il vient régulariser le nombre d'étudiants actuels. Le nombre d'étudiants actuels qui était au-dessus de 10 % en haut du devis. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Parlons des cégeps francophones. C'est une expansion par rapport au devis qu'ils avaient. Oui, mais ça fait depuis 1998 qu'ils ont 7 800 étudiants, M. Sabourin. Au-dessus de leur devis. Ça fait 25 ans. Pas 7 800. Et puis les autres cégeps de Montréal sont aussi en agrandissement pour des centaines de millions et ce sont des cégeps francophones. Mais quand même, je vais laisser la parole à mon collègue de Darcy McGee parce que je pense qu'il avait aussi des commentaires. Et il vous reste 4 minutes 15. Merci, Madame la Présidente. Bon, peut-être... merci, M. Sabourin, pour votre présentation. Peut-être on peut revenir à la recherche où vous avez l'air d'être un petit peu plus à l'aise. Là, on parle souvent du critère de langue parlée à la maison. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est une variable
pertinente pour évaluer la stabilité, la force de notre langue commune, le français. Et j'aimerais savoir comment, si votre réponse est oui. Bon, donc, ma réponse est oui. Mais il faut bien se comprendre. Hein. Le but, là, c'est pas... L'objectif, c'est pas que les gens se mettent à parler forcément français à la maison. C'est que la langue parlée à la maison est un indicateur des comportements linguistiques aussi à l'extérieur de la maison. Alors, quand on fait le suivi de la langue parlée à la maison, on peut avoir une estimation de quelle sera la langue parlée dans l'espace public aussi, parce que ça transpire dans l'espace public, la langue parlée à la maison. Donc, quand on observe la langue parlée à la maison, on voit que des nouveaux arrivants parlent anglais ou français à la maison. On sait que leur comportement linguistique à l'extérieur de la maison vont se rapprocher de la langue qu'ils ont choisie à la maison. Il y a une suite logique qui est des limites accrues sur l'immigration. Y a-t-il une façon de nier qu'il y a un lien si c'est préoccupant, si la langue parlée à la maison est autre que français et ces chiffres sont en montée, qu'il y a un problème qui se réglerait par l'imposition accrue des limites sur l'immigration? C'est une façon de voir la chose, mais l'autre option, c'est aussi d'avoir une sélection des immigrants qui est différente. J'en ai parlé dans mon allocution. La politique de sélection des immigrants du Québec est un grand succès sur le plan linguistique. Ça a vraiment permis de rehausser la part des transferts linguistiques vers le français. Et ça a bien fonctionné. Francotrope qui maîtrise le français risque de parler d'espagnol, polonais, anglais à la maison. Est-ce que ça se Oui, mais qui parle espagnol, polonais à la maison, c'est pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une question d'être inquiétant ou pas, c'est une question, est-ce que ça a un impact sur la pérennité du français au Québec? Donc, si des Mexicains parlent espagnol à la maison et parlent, par exemple, régulièrement le français aussi, ça nous indique que dans l'espace public, ils vont probablement travailler en français et consommer de la culture française, etc. Je reviens à ma question. Où la pertinence, en termes d'indicateurs de la pérennité du français au Québec, d'évaluer la langue parlée à la maison? C'est-à-dire, c'est pas tant les langues, des langues maternelles des immigrants qui comptent, mais bien la langue officielle qu'ils choisissent en arrivant ici. Quand je dis langue officielle, je parle de la langue officielle canadienne, soit l'anglais ou le français. Et ça a un impact. Si les immigrants choisissent l'anglais en arrivant et qu'ils parlent l'anglais à la maison, ça nous indique que dans l'espace public, ils vont aussi utiliser l'anglais. Donc, ça nous donne un indicateur de la pérennité du français. Comment ça indique ça? On a devant nous plein d'exemples de gens qui parlent une autre langue que français à la maison, qui sont dévoués et fiers de l'être, d'envoyer leurs enfants aux écoles françaises, qui passent leur journée au travail en français. Est-ce que c'est une nette équation que vous faites et de quelle façon? Vous dites des gens qui parlent anglais à la maison ou qui travaillent en français, qui vivent en français? Voilà. Oui. Bien, ça, c'est votre expérience personnelle, mais moi, je n'ai pas cette expérience personnelle. On regarde les données. Donc, si on avait ces indicateurs-là puis qu'ils étaient faits de façon beaucoup plus précise, autre que la langue parlée à la maison, dans ce cas-là, les démographes laisseraient tomber peut-être un peu ou regarderaient un petit peu moins l'indicateur langue parlée à la maison et se concentreraient plus sur les autres indicateurs, langue d'usage, langue parlée au travail, si les données étaient beaucoup moins floues et que les enquêtes étaient faites de façon beaucoup plus sérieuse et plus précise, n'est-ce pas? Certainement. Tout dépend des questions qu'on a. Tout dépend des questions qu'on a. Mais il y a une espèce de pensée magique où les gens se disent « c'est pas grave si personne parle français à la maison, tant que les gens parlent français dans l'espace public. » Mais la recherche montre que ça peut pas exister, ça peut pas arriver. Si tout le monde parle anglais à la maison, les gens vont parler anglais aussi dans l'espace public. Mais ça n'a pas rapport, je le souligne encore, avec les langues maternelles des immigrants. Donc, si vous parlez espagnol à la maison, c'est pas un indicateur de... Vous avez peu de chance de parler espagnol dans l'espace public, vous allez devoir transiger en français ou en anglais. Alors, c'est pas un indicateur de la vitalité du français qu'il y a plus de gens qui parlent espagnol à la maison. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la compétition qu'il y a entre le français et l'anglais. Puis même l'anglais aussi, comme langue parlée à la maison, a diminué moins que le français, mais il a diminué. Sauf que ce qui est important, c'est la langue parlée au travail dans l'espace public.
Oui, mais je vous corrige, l'anglais diminue moins vite que le français et est relativement stable. Hein. Si on regarde à travers les recensements, c'est pas mal... surtout pour la langue parlée à la maison. La langue maternelle, ça diminue un petit peu, mais la langue parlée à la maison, c'est stable même. Parce que c'est sûr, quand on amène des immigrants, mathématiquement, vous êtes démographe, ça va faire en sorte que la langue parlée à la maison va diminuer, c'est mathématique. OK, merci. Vous voulez parler du cégep en particulier? Oui, l'application de la loi 101. Ma position à moi, c'est que la meilleure méthode, c'est l'application de la loi 101 au cégep. Il semble, j'ai vu les derniers sondages, il semble que les francophones, finalement, sont d'accord avec cette mesure. I'm pausing the video to provide some more background information on the survey Patrick Sabourin is referring to. He says that a new survey demonstrates a shift in the opinions of Quebecers regarding the extension of the Charter of the French language to cégeps. In other words, Sabourin says that Quebecers agree with restricting access to English cégeps only to students with English school eligibility status. The survey in question was made by the surveying firm Léger at the request of the Parti québécois. Since it wasn't available on the Léger website database, I contacted Léger directly to gain access to the survey. I was told that it was not available to the public and to contact the PQ directly, which I did. The PQ member who processed my request only granted me access to the one question pertaining to cégeps. These are the results. The PQ was adamant that I would not be granted access to the rest of the survey, therefore I cannot provide any additional information on what the other questions were. Et avec raison, c'est une mesure qui est juste et qui est cohérente avec le reste de la politique linguistique. Mais là où vous me donnez espoir de convaincre le gouvernement, c'est que vous me dites qu'il y a un sondage qui montre que c'est populaire. So again, here the deputy is talking about a survey that was conducted by his own party and that is not available to the public. C'est peut-être avec ça qu'on va réussir à les convaincre. Les cégeps sont une des institutions d'enseignement qui exercent peut-être le plus d'influence, à la fois sur la société québécoise et sur les étudiants et les étudiantes qui le fréquentent. Le choix du cégep, de l'anglais ou du français, n'est pas banal, n'est pas anodin. Et c'est pour cela que je m'oppose au fait que le cégep soit un choix libre en ce qui concerne la langue. Parce que cette institution marque tellement les jeunes et marque tellement la société québécoise qu'il est essentiel, à mon avis, que les francophones et les allophones fréquentent le cégep français. En 1977, nous avons cru que le cégep allait être une institution insignifiante. Je le dis en toute simplicité. L'institution du cégep n'était pas d'ailleurs considérée comme de l'enseignement supérieur à l'époque. C'était un niveau intermédiaire, comme on le disait, entre le secondaire et l'université. Mais je considère que le cégep est une des institutions qui est sortie le plus directement de la Révolution tranquille. C'est l'institution qui représente le plus les objectifs de la Révolution tranquille, c'est-à-dire la démocratisation du système d'enseignement, l'accès du système d'enseignement à tous et la contribution du système d'enseignement au développement économique, culturel, social du Québec. Sachant le rôle que vous avez joué dans le Québec moderne avec la Révolution tranquille et notamment aussi par rapport à la rédaction de la Charte de la langue française à l'époque avec M. Lorrain, je pense que le Québec vous doit beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, de nous partager vos connaissances. Parce qu'un des souhaits de la loi 101, c'est de faire en sorte de pouvoir intégrer les personnes immigrantes qui choisissent le Québec en français au Québec. En ce qui concerne la francisation des immigrants et leur intégration, ce n'est pas tout de leur faire apprendre le français comme langue de communication. C'est trop peu. Parce que ce qu'on doit faire valoir, c'est que cette langue française du Québec, elle est en même temps partie d'une culture québécoise propre. Une culture québécoise qui s'est implantée ici depuis 300 ans, une culture québécoise qui a son territoire, qui a ses coutumes, qui a ses valeurs, qui a aussi une manière d'être, de penser, de s'exprimer.
Et je dirais que ce n'est pas seulement pour les immigrants, je dirais pour tous les francophones et pour tous les anglophones du Québec, de bien comprendre que pour les anglophones comme pour les francophones au Québec, le respect de la langue française, ce n'est pas seulement un respect d'une langue de communication, c'est une langue qui fait partie d'une culture, qui exprime une culture. Si jamais, et nous, on a clairement dit qu'on ne l'espérait pas vraiment, et puis le ministre l'a dit aussi, de dire, OK, on va appliquer la loi 101 au cégep, mais ces signatures, ils l'ont tous, les signatures, autant les cégeps anglophones que francophones. Comment peut-on toucher à ces signatures d'institutions qui ont maintenant 50 ans, qui ont développé tout leur réseau de recherche? Souvent, les cégeps anglophones sont des modèles, et avec raison. Précisément parce que les cégeps anglophones ont su développer leur culture particulière et d'avoir leur identité particulière. Mais ce qui me frappe en ce moment, c'est que l'engouement des jeunes pour le cégep anglais me paraît malheureusement créer une nouvelle hiérarchie dans le cégep, c'est-à-dire que le cégep anglophone, tout à coup, est valorisé au-dessus du cégep francophone. C'est ce que je trouve malheureux. Vous seul, maintenant, pouvez témoigner du courage qu'il a fallu au docteur Lorrain, René Lévesque et ses amis, dont vous êtes, pour faire adopter une loi qui ne faisait pas consensus. C'était pas l'objectif, c'était le courage et la nécessité qui a guidé votre action. Il y a plus de 40 ans, je participais pendant quelques heures à la commission parlementaire concernant la loi 101, touchant la loi 101. Eh bien, je peux vous dire que cette commission parlementaire était beaucoup plus agitée que celle-ci. Elle était d'abord beaucoup plus longue, elle a duré des semaines. Un grand nombre de gens sont venus témoigner et le ministre Lorrain a dû essuyer un grand nombre d'injures pendant cette commission parlementaire. Parce que je peux vous dire qu'en 1977, le projet de loi 101 divisait le Québec beaucoup plus que le projet de loi 96 ne le fait aujourd'hui. Et donc, Camille Lorrain a été un homme très courageux, d'abord, je peux le dire, de présenter le projet de loi 101 au Conseil des ministres. Je dirais même de le présenter au premier ministre, parce que ce n'était pas acquis au départ que M. Lévesque allait accepter tel quel le projet de loi, qui lui paraissait énorme. Et à l'intérieur du Conseil des ministres, il a fallu attendre plusieurs sessions pour... Donc, dans son propre parti, M. Lorrain a eu le courage d'affronter des difficultés, d'affronter des oppositions. Et surtout aussi dans l'opinion publique, particulièrement anglophone, mais francophone. Il faudrait relire les éditoriaux de Claude Ryan, qui était directeur du Devoir à l'époque, et qui était férocement opposé à une partie de la loi 101. Et donc, oui, je trouve que nous vivons dans une période plus calme en ce moment, et qui me semble plus consensuelle. De la Constitution de 1867 en affirmant le statut du Québec en tant que nation, ainsi que le statut constitutionnel du français comme seule langue officielle du Québec. Pour éviter tout glissement interprétatif qui prétendrait autrement, nous recommandons cependant, amendement 2, de préciser qu'il constitue aussi la seule langue commune du Québec. Cette reconnaissance est de nature à entraîner de puissantes ramifications touchant la place, la distinction et les pouvoirs du Québec dans la Fédération. Et cette modification constitutionnelle, telle que nous l'avons démontré dans notre étude « Restaurer le français langue officielle », est tout à fait légale et valide du point de vue juridique. Nombreux précédents à l'appui. Dans la même lignée, nous saluons aussi le fait d'avoir enfin, 40 ans plus tard, répliqué formellement à l'arrêt Blakey de la Cour suprême du Canada pour restaurer le statut du français comme langue officielle souveraine au Québec en matière de législation, en obligeant la traduction automatique en français de tout jugement rendu en anglais par un tribunal québécois et en exigeant des corporations et des personnes morales de faire traduire leurs procédures judiciaires en français. Idée que nous proposons d'ailleurs, amendement 3, d'étendre aussi aux mises en demeure.
Ces mesures, qui sont à notre avis parfaitement légales et valides, entraîneront de puissants effets sur la normalisation et l'accessibilité du français comme langue du droit et de la justice au Québec. Pour conclure sur ce volet juridique, c'est selon nous à bon droit que le législateur a eu recours aux dispositions dérogatoires pour protéger la Charte de la langue française contre les validations constitutionnelles par les tribunaux canadiens. Le projet de loi 96 n'est selon nous certainement pas discriminatoire, mais l'histoire nous en est témoin. Le Québec ne peut pas faire aveuglément confiance à l'orientation idéologique des tribunaux canadiens lorsqu'il est question de reconnaître la distinction juridique québécoise fondée dans un modèle davantage civiliste et républicain que celui de la common law libérale du Canada anglais lorsque vient le temps de juger d'affaires nationales, linguistiques ou culturelles. Par ce recours préventif aux dispositions dérogatoires, le Québec s'assure que la fleur de lys ne sera pas jugée et condamnée au nom de la seule offense de ne pas être une feuille d'érable. Pouvez-vous également nous renseigner, vous avez dans votre réponse abordé la distinction et la spécificité québécoise au niveau de son droit civil par opposition au Canada avec la common law. Pourquoi l'approche républicaine, l'approche civiliste est importante dans l'ordre juridique québécois? Elle n'est pas qu'importante, elle est capitale. Alors, je ne vais pas me lancer dans un cours de droit, on a malheureusement pas 45 heures devant nous, mais pour le résumer, au plus simple, il y a une différence dans la manière de penser le droit, dans plusieurs concepts cruciaux, dans la méthodologie juridique, dans le sens de certaines notions. Que veut dire, par exemple, le mot « égalité ». Si on s'en fie à la jurisprudence de la common law anglo-canadienne, l'égalité, c'est l'égalité réelle, c'est l'égalité de résultat. Ce n'est pas la même notion d'égalité que la vision civiliste qui parle d'une égalité formelle, qui parle d'une égalité de chance. Donc, on a déjà des conceptions du droit qui sont complètement différentes et dépendamment du genre de rapport juridique qu'on va mobiliser pour aborder une question, on va atteindre le jour ou la nuit au niveau de la réponse juridique. Je vous donne un exemple. L'encadrement des symboles religieux. C'est un dossier qui occupe un peu l'actualité sur d'autres plans, mais si vous regardez dans la tradition civiliste, l'encadrement du port de symboles religieux est tout à fait légitime et légal. Il y a de très nombreux précédents en Europe, en France et ainsi de suite, où oui, tout à fait. L'égalité de tous devant la loi n'est pas interdite si tous font face à la même restriction. Mais de l'autre côté, en common law anglo-canadienne, américaine, britannique, non, au contraire, c'est une égalité qui est vue dans une perspective subjective et individuelle où là, on va se concentrer sur l'effet ressenti par un individu et non pas l'égalité formelle de tous devant la loi. Et on a des critères analytiques différents. On pense différemment et on va nécessairement interpréter, comprendre et appliquer le droit différemment. Le rappel de la tradition civiliste au Québec dans cette perspective est extrêmement importante parce qu'il souligne notre façon différente de penser le droit qui nous est pourtant reconnu historiquement depuis l'Acte de Québec de 1774. Vous affirmez que la langue française comme langue commune, ça constitue un élément important au niveau des impératifs démocratiques. Pourquoi est-ce que vous énoncez cela? Le fait d'avoir une majorité francophone fait partie de ce qu'est le Québec en tant que nation. Bien entendu, il y a une pluralité de langues individuelles qui en font partie, mais notre langue commune, c'est le français. Si vous enlevez la langue française, vous enlevez une part cruciale de ce qu'est que d'être québécois. Et notre démocratie, c'est une question pour une vision civiliste, pour une vision québécoise, qui est historiquement la nôtre depuis des siècles. Être québécois, ce n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une affaire de société dans laquelle notre nature même en tant que peuple, en tant que nation francophone, est absolument liée à nos enjeux démocratiques et à notre existence même en tant que société distincte. Regardez, je constate dans votre mémoire que, vous savez ce que je trouve le plus intéressant dans votre mémoire, ce sont vos notes de bas de page. Et je constate essentiellement que tous les gens qu'on a entendus aujourd'hui, bien, vous êtes tous dans les mêmes documents. Les documents sont quasiment des copier-coller. Vous citez tous les uns les autres. Alors, ça fait une certaine uniformité du commentaire. Et je vois au travers du masque du ministre que ça fait son affaire. Je peux le comprendre, évidemment. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que le nommer, là. Alors, vous avez des mémoires similaires, vous vous citez les uns les autres. Alors, ça m'autorise, moi, à prendre certaines interventions de vos prédécesseurs que vous n'avez pas faites pour vous poser une ou deux questions. Vous nous dites, regardez, il y a une intervention qui a été très intéressante, qui a été faite par M. Sabourin, que vous citez vous-même dans votre documentation, à l'effet que
la problématique des francophones et des anglophones est la même, j'insiste, les francophones et les anglophones, parce que les deux se sous-reproduisent. Alors, on se retrouve donc dans une problématique numérique qui fait en sorte que les deux communautés se retrouvent en compétition pour avoir accès aux immigrants qui deviennent ipso facto la condition de leur survie. Et vous venez de nous dire dans votre présentation, M. Côté, d'une façon très étonnante, que le projet de loi 96 n'est pas discriminatoire. Ben oui, il l'est, là, dans une certaine mesure, parce que vous avez besoin, puis j'en suis, là. Ne pensez pas que je n'en suis pas. J'en suis. Il y a un besoin de franciser les allophones. Alors, franciser les allophones, il y a une certaine difficulté, la loi s'y adresse, mais ne venez pas me dire que ce n'est pas discriminatoire en soi, là. Puis-je répondre? Oui, allez-y, M. Côté. Alors, Monsieur le député, j'aurais plusieurs choses à répondre. La première, c'est que oui, écoutez, il est possible que les esprits se rencontrent et il est possible que plusieurs chercheurs et plusieurs juristes partagent des mêmes conclusions. Donc oui, c'est possible qu'on dise les mêmes propos que certains autres de nos confrères qui ont passé avant nous, mais soyez assurés de notre indépendance et de notre autonomie intellectuelle. Ensuite, permettez-moi d'exprimer mon désaccord total avec votre proposition. Je le maintiens. Le projet de loi 96, la Charte de la langue française, n'est pas discriminatoire. Pas du tout. Elle propose une vision de l'égalité formelle qui s'applique à tous de même manière. Elle ne vise pas ni particulièrement la communauté anglophone, ni particulièrement quelque communauté que ce soit. Elle s'applique à tout le monde. Et ici, il faut garder en tête que au Québec, nous avons une société qui se définit. La société québécoise se définit par sa majorité francophone. J'aimerais qu'on m'explique selon quelle acrobatie intellectuelle, et je ne dis pas ça pour vous porter ombrage, mais selon quelle acrobatie intellectuelle on peut voir une quelconque forme de discrimination en disant qu'au Québec, nos institutions publiques, et on ne porte pas du tout ombrage aux institutions privées. Si vous voulez aller à l'école privée pour recevoir de l'éducation en anglais, en allemand, en japonais, il n'y a rien qui vous en empêche. Mais on parle du système public. Et il est là. On a un système public qui reconnaît notre minorité historique anglophone. Les droits acquis, l'accès à l'éducation publique en anglais, venez pas me dire que ça n'existe pas, monsieur le député. Venez pas me dire qu'on n'a pas accès aux institutions anglophones pour la minorité historique anglophone. Ce serait déconnecté de la réalité. On n'est pas dans une compétition oratoire. Vous savez que j'ai moins de temps. Je vous vois aller. Je pense que vous pourriez prendre les 20 prochaines minutes dans votre discours. Mais dans votre dernier propos, vous avez redit ce que j'ai dit, puis vous réécouterez. Maître Rousseau, lorsqu'il est venu devant nous, il est cité aussi dans votre document, il était très fier, et il le dit avec beaucoup de joie, que les dispositions dans la loi 96 sur l'affichage passeraient le test des tribunaux, la charte. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, à votre avis, dans le projet de loi, les éléments qui ne passeraient pas le test de la charte, ou peut-être que vous pensez que tout y passerait? Je suis d'avis que, et regardez-moi là, je suis d'avis, c'est mon opinion juridique, parfait, c'est mon opinion juridique que le projet de loi 96 n'est pas discriminatoire, que le projet de loi 96 et la Charte de la langue française ne violent en rien les libertés fondamentales et les droits et libertés de la personne. Le recours aux dispositions dérogatoires ici, il est ici fait de manière préventive pour rappeler la souveraineté parlementaire et rappeler notre distinction juridique. Vous venez de me dire, vous venez d'affirmer que selon vous, juriste, 100% du projet de loi 96 passerait le test des tribunaux et qu'on le met là essentiellement pour des raisons cosmétiques. Vous m'envoyez... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vois l'étonnement d'ailleurs dans le regard du ministre. Bon, monsieur le député, si vous me permettez de répondre rapidement, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez une lecture civiliste du projet de loi, conforme à nos paramètres de droit, conforme à notre conception du droit et de la justice, dans ses prémices fondatrices et dans sa méthodologie, non, le projet de loi n'est pas discriminatoire. Si vous le regardez avec une optique de common law, avec une optique de multiculturalisme, d'accommodement raisonnable, d'égalité réelle, toutes des notions qui
passe mal ou pas au Québec, effectivement, vous pourriez lever des sourcils et vous pourriez déboucher sur des propos judiciaires qui y verraient ombrage. Et c'est une question politique. Ce n'est pas une question juridique. Lorsqu'on est dans le modèle civiliste qui est le nôtre et qui est tout à fait légitime, je l'affirme, le projet de loi 96 n'est pas discriminatoire. Ce que nous voulons éviter, c'est que le droit québécois soit mis en invalidation au nom d'un modèle qui n'est pas le nôtre et qui ne l'a jamais été. C'est ça la souveraineté parlementaire, monsieur le député. Ceci étant dit, je regrette profondément de ne pas avoir plus de temps parce que je repartirais là-dessus pendant bien longtemps. Mais je souhaite que mon collègue, le député de Lancey-McGee, ait le temps de s'exprimer lui aussi. J'imagine que vous n'avez pas de problème avec ça. Et vous avez exactement 2 minutes 15 secondes pour le faire, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Bissonnette, Maître Côté, pour votre présentation. Je veux m'assurer que moi, j'ai compris, et les gens qui nous écoutent ont compris l'étendue de votre proposition 5. Ça lie un petit peu aux interventions précédentes sur le seuil migratoire. Est-ce que je peux bien comprendre deux choses? Dans un premier temps, vous êtes préoccupé par la migration des gens des autres, pas juste l'immigration en ce qui a trait à la francisation. Vous êtes, dans un premier temps, préoccupé par la migration potentielle des autres provinces du Canada. Dans un deuxième temps, c'est votre lecture que les changements proposés par le ministre rendraient possible pour le Québec de légiférer là-dessus. Est-ce que j'ai bien compris? Si vous me permettez, je crois que peut-être des précisions, parce que non, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit. C'est que notre étude... En quelque part? Mais le diable, non, justement, le diable est dans les détails. Permettez-moi de donner les détails. Ce que nous demandons, c'est qu'il faut procéder à une étude de la capacité migratoire. On n'est pas en train de commencer à tenir des conclusions avant même la tenue d'une telle étude. C'est simplement qu'une étude des seuils migratoires au Québec et de sa capacité... J'ai pas beaucoup de temps. Vous voulez une étude sur la migration interprovinciale aussi. Et peut-être afin de légiférer là-dessus. Global et ajuster nos politiques en conséquence. On ne demande pas de la réglementation à ce stade, on demande juste qu'on fasse les études pour le savoir, c'est quoi la capacité migratoire du Québec, qui doit tenir compte non seulement de l'immigration internationale, mais aussi interprovinciale. On est simplement à la recherche de données. Tout simplement. Ne lisez pas plus loin, il faut simplement avoir les données pour mieux s'orienter pour la suite. Je prends note que quand vous parlez d'échanger le fleur de lys pour le feuille d'érable, vous êtes en train de suggérer qu'il n'y a aucune légitimité dans notre système juridique partagé Québec-Canada? Je vous ferai remarquer que, est-ce que nous avons signé la Constitution de 1982? J'ai beau chercher, je ne trouve pas la signature d'aucun premier ministre du Québec en dessous. Et s'il y a quelque chose, notre fédération en elle-même est légitime. Et vous savez quoi? Dans notre fédération, on reconnaît la distinction juridique. Je parle des tribunaux. Exactement. Nos tribunaux sont parfaitement légitimes. Il ne reste plus de temps, malheureusement. Désolée, Maître Côté. Et dans votre proposition numéro 6, vous voulez remplacer communication interculturelle par convergence culturelle. Moi, ce que je sais, c'est que l'ancien ministre Gérald Godin, il avait flirté avec l'idée de la convergence culturelle et après ça, il l'a laissé tomber à cause de sa dimension assimilatrice de l'immigration, ce qui n'est pas la façon de faire au Québec. J'aimerais que vous me définissiez convergence culturelle. Pour le définir rapidement, la convergence culturelle, c'est le fait de poser l'identité québécoise avec sa langue, ses valeurs, sa culture, ses institutions, comme étant le pôle de référencement commun vers lequel toutes les identités nouvelles et arrivantes doivent converger, mais ce n'est pas de l'assimilation. Et c'est peut-être pour ça que la pensée a évolué depuis Gérald Godin, parce qu'il y a eu des décennies d'évolution du concept. C'est que ce n'est pas de l'assimilation parce que le nouvel arrivant est invité à apporter avec lui son enrichissement culturel et à contribuer à l'enrichissement de la culture de la société d'accueil, mais en convergeant vers un point de rassemblement. Ça se distingue de l'interculturalisme qui propose plutôt un entre-deux. Et puis, l'idée de l'interculturalisme a bien sûr ses mérites théoriques, mais en pratique, sur le terrain, il y a peu de choses qui la distinguent du multiculturalisme. Donc, c'est pour ça qu'on préconise la convergence culturelle, projet modèle de loi à l'appui. Et ça passe notamment par la fréquentation du cégep en français, notamment.
Alors, Maître Côté, j'aimerais vous offrir davantage de temps pour exposer la nécessité d'adopter cette mesure qui est de plus en plus soutenue par les Québécois. On a entendu Guy Rocher aujourd'hui, on a entendu plusieurs groupes déjà, on a entendu Christian Dufour dire ça hier. Pourquoi, selon vous, il y a nécessité de poser des gestes courageux qui ne seront pas nécessairement consensuels, mais nécessaires pour l'avenir de la langue? Et vous avez 1 minute et 30 secondes pour répondre à la question. Alors, je vais répondre à la vitesse de l'éclair. Le cégep, c'est la dernière étape d'intégration du jeune esprit étudiant qui devient adulte, qui se familiarise avec le monde réel pour passer de l'adolescence et l'enfance vers le marché du travail. L'IRFA a réalisé une étude. Si vous prenez des étudiants qui ont fait leur cheminement à l'instruction publique en français et que vous les envoyez dans un cégep francophone, 99% d'entre eux vont continuer à garder le français comme langue première. Et chez les allophones, il y a quand même 35% d'entre eux qui conservent le français langue première. Si vous les envoyez au cégep en anglais, donc ils ont fait leur instruction en français et ils s'en vont au cégep anglophone, ce chiffre chute à 74% chez les francophones. On en a perdu le quart. Et à 4,4% chez les allophones, abyssal. Donc, le cégep est une étape charnière au rattachement à un pôle linguistique ou à un autre, et les chiffres parlent.